Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé, une émission consacrée ce soir aux élections législatives au Royaume-Uni. Pari réussi pour Boris Johnson. Le parti conservateur du Premier ministre a réalisé un raz-de-marée. C'est du jamais vu depuis 1987 sous Margaret Thatcher. Quant au parti travailliste, il s'est effondré. Alors comment expliquer ce succès? Le feuilleton du Brexit prend-il fin? Axel de Tarlé et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est-à-dire. Le dopage est-il en train de gangréner tous les sports et peut-être aussi tous les pays? En tout cas, la Russie vient d'être mise au banc. La France n'est pas en reste puisque les affaires se multiplient. Alors comment lutter contre ce fléau? Notre invité a enquêté sur ces milieux extrêmement opaques et il nous dit tout. Bonsoir Clément Guilloux. Bonsoir. Vous êtes journaliste au service des sports du journal Le Monde. Tremblement de terre en début de semaine. La Russie a été rayée de la carte des compétitions internationales pour 4 ans. C'est du jamais vu. C'est une sanction qui n'est effectivement jamais vue, mais qui est à prendre en considération sur le fait que les sportifs russes eux-mêmes pourront participer à ces compétitions dans la très grande majorité. C'est vraiment le drapeau russe qu'on ne verra plus, l'hymne russe qu'on n'entendra plus. Et évidemment, pour le pays de Vladimir Poutine, c'est une claque monumentale. Très concrètement, ça veut dire qu'au JO, je ne sais pas moi, à la Coupe du monde de foot, il n'y aura pas de drapeau russe qui flottera sur ces compétitions. C'est-à-dire qu'ils seront athlètes neutres. L'hymne olympique sera joué s'ils gagnent une médaille d'or. À la Coupe du monde de football au Qatar, effectivement, la Russie, si elle parvient à se qualifier, jouera en 2022, jouera, on peut l'imaginer, avec un maillot blanc. Oui. Voilà. En revanche, la Russie sera encore présente, par exemple, sur le championnat d'Europe de football en juin prochain, sur la Ligue des champions avec les clubs russes. Voilà, il y aura tout un tas de compétitions qui ne sont pas concernées par cette sanction. La Russie a été prise la main dans le sac, c'est ce qu'on disait. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été révélé qui a provoqué cette sanction de 4 ans de suspension? Il s'est passé, on a eu tous les ingrédients depuis 5 ans d'un film d'espionnage incroyable. C'est-à-dire que vous avez, en 2014, aux Jeux Olympiques d'hiver, à Sotchi, en Russie, Jeux Olympiques d'hiver chez Vladimir Poutine, vraiment dans sa station balnéaire, il considère que la Russie doit être première au tableau des médailles. Et l'État russe va dire, c'est chez nous, donc on va maîtriser les contrôles antidopage, et on va échanger les échantillons de nos athlètes de manière à ce qu'ils ne révèlent jamais la présence de produits dopants. Et donc, vous avez, pendant les Jeux Olympiques de Sotchi, des agents du FSB qui manipulent les services secrets russes, qui manipulent les échantillons la nuit avant que des scientifiques de tous les pays, le lendemain, les analysent et constatent qu'il n'y a jamais de produits dopants chez les sportifs russes. Ça, c'est vraiment le début de cette affaire. Et ensuite, on va avoir des morts suspectes chez les dirigeants de l'antidopage russe. On va avoir des espions du GRU, le renseignement militaire, qui piratent des ordinateurs à Lausanne, à Montréal, pour récupérer des données. Ce que vous êtes en train de dire, et pour bien comprendre, c'est que l'État russe est mouillé jusqu'au cou et qu'il a plus que fermé les yeux sur du dopage organisé, il a voulu encourager, il l'a mis en place. Le ministère des Sports russe, dirigé à l'époque par M. Moutko, qui, pour sa punition, a été promu vice-premier ministre en Russie. Le ministère des Sports russe a commandité une opération permettant de passer outre tous les contrôles antidopage. On parle beaucoup des Russes. Est-ce qu'en France, on fait beaucoup mieux? On se dope moins? On peut supposer que le niveau de dopage en France est moindre qu'en Russie et surtout beaucoup moins élaboré, beaucoup moins organisé. Oui. On peut affirmer à peu près qu'il n'y a pas de dopage d'État en France. C'est ça. En revanche, on voit quand même des affaires qui se répètent et qui se multiplient. 3 affaires ces derniers mois, dont celle de Clémence Calvin, la marathonienne qui avait battu le record de France. Elle vient d'être suspendue pour 4 ans. Qu'est-ce qu'on lui reproche?
On lui reproche, dans une scène là encore rocambolesque, au Maroc, d'avoir fui un contrôle antidopage. Et donc on n'a pas Elle le est droit de... partie en courant. Elle est partie en courant, c'est en tout cas ce qui lui est reproché et la raison pour laquelle elle a été suspendue, avec son mari son compagnon qui bloquait les contrôleurs pour empêcher de la rattraper. Mm. Et voilà, la fuite d'un contrôle, c'est comme un contrôle positif. En vous écoutant, quand même, on a l'impression que c'est relativement simple de se doper, ou en tout cas, on a des agences qui sont là, des autorités qui sont là normalement pour contrôler tous les sportifs de haut niveau, et que c'est pas si évident que ça. Comment est-ce qu'on se fournit ces produits, puis comment est-ce qu'on passe entre les Alors, mains du filet? les produits sont assez simples à se fournir. Il y a des réseaux qui sont... Déjà, il y a Internet. C'est quand même assez simple de D'accord. se procurer des produits dopants via Internet. Qui viennent d'autres pays, c'est ça? Qui viennent d'autres D'Asie, pays, d'Europe de l'Est? voilà, d'Afrique, d'Andorre, par exemple. Vous pouvez aller à Andorre, je pense, assez facilement vous procurer des produits. Il y a des Lesquels? réseaux, donc des réseaux mafieux. L'EPO est toujours très en vogue. Si on le prend bien, on peut sans doute échapper à des contrôles positifs. Et puis, il y a Le des PO, choses... c'est quoi? C'est un produit C'est un produit qui va stimuler la production de globules rouges dans le sang, on en qui a va vous beaucoup permettre entendu d'avoir parler plus d'endurance. chez les cyclistes. Voilà, c'est le produit phare de l'affaire Festina en 1998. Il existe toujours, mais on le prend dans des quantités bien moindres, parce que vous avez effectivement la science qui fait quand même d'énormes progrès. Maintenant, les phases de détection de l'EPO vont être beaucoup plus réduites. Si vous voulez. Phénomène inquiétant, il n'y a pas que les sportifs de haut niveau qui se dopent. Les sportifs amateurs s'y mettent aussi. Alors, il y a ces chiffres impressionnants, 5 à 15% des sportifs amateurs, entre 900 000 et 2 700 000 personnes, des citoyens lambda, sportifs, peut-être comme vous et moi, ou peut-être un petit peu plus assidus, qui se droguent. C'est un phénomène qui se développe, ça? Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est un phénomène qui se développe, parce qu'avant, on avait quand même C'était déjà le cas. une grande méconnaissance de ce qui se passait. Et c'est un petit peu, pour certains, c'est un petit peu comme l'étudiant qui va passer le bac et qui va prendre du Guronzan. Sauf Voilà. que prendre de l'EPO, c'est peut-être pas pareil que prendre du Guronzan. On est d'accord, mais je ne pense pas que 5 à 15% des sportifs amateurs en France prennent de l'EPO. D'accord. On n'en est vraiment pas là. Je pense que c'est des chiffres qui mélangent beaucoup de produits différents et certains assez inoffensifs. Par contre, effectivement, on a eu, il y a pas longtemps, un champion de France cycliste UFOLEP, qui est un sportif amateur, il n'y a absolument rien à gagner sur cette compétition, qui a été contrôlé positif à l'EPO parce que, pas de bol, il y avait un contrôle ce jour-là. La question aussi, c'est il n'y a pas assez de contrôle sur ces épreuves amateurs où on sait qu'il y a du dopage. Vous parlez de contrôle, justement. Vous avez révélé hier que l'ancien cycliste Christophe Basson a démissionné de l'agence de lutte contre le dopage. Cette démission, c'est un sacré désaveu, finalement, pour les autorités. Est-ce qu'elles sont impuissantes? Comment ça se fait qu'il y ait autant d'impuissance de ce côté-là? La réflexion de Christophe Basson, c'était surtout de se dire qu'il avait le sentiment qu'effectivement, courir derrière les tricheurs, il perdait un petit peu son temps. Il voulait se recentrer sur la prévention. Lui, en tant qu'ancien sportif victime du dopage, il avait envie de partager ses expériences. Et il constate qu'il y a un gros problème sur la prévention en France, sur les conduites dopantes. On n'explique pas vraiment, on ne prend pas vraiment le temps d'expliquer aux jeunes sportifs les enjeux, les dangers, et de parler au niveau individuel, pas seulement médical, mais il y a aussi des risques psychosociaux qui peuvent mener aux conduites dopantes. C'est quand même assez incompréhensible. Je le disais, que la lutte antidopage semble patiner autant. On se dit qu'il n'y a peut-être pas assez de moyens qui sont mis en œuvre, ou est-ce que c'est un manque de, je sais pas moi, d'enquête policière? Les deux. Les deux. Il y a à la fois pas assez de moyens policiers. Quand on voit en France le nombre de policiers qui travaillent sur la lutte contre le dopage, c'est quand même très très réduit. Pourtant, dans l'histoire de la lutte antidopage, les plus grandes affaires, elles sont révélées par les forces de police et non pas par les contrôles antidopage. Et ensuite, si vous prenez le budget total estimé de la lutte antidopage dans le monde, c'est 235 millions d'euros. C'est moins qu'un club de football comme le Paris Saint-Germain, par exemple. Pour l'ensemble des chercheurs, des agences, des fédérations, c'est 235 millions d'euros. Le budget de l'Agence mondiale antidopage, qui supervise tout cela, c'est 32 millions d'euros. C'est le club de foot d'Angers, par exemple. Pourquoi aussi peu? Pourquoi il y a un aussi manque peu? de volonté politique? Si vous voulez, il y a un manque de volonté, mais les gouvernements peuvent plaider le fait qu'ils ont d'autres choses dont ils doivent s'occuper en priorité plutôt que la lutte antidopage. Par contre, les sponsors qui génèrent des milliards d'euros ne mettent pas un centime dans la lutte antidopage. Et la ressource, elle est peut-être là. Eh bien, merci. Merci Clément Guillot pour toutes ces explications. On peut lire évidemment tous les épisodes sur ces affaires de dopage dans Le Monde. Merci encore. Merci.
d'être venu sur notre plateau. Une émission tout de suite consacrée aux élections britanniques dans C'est dans l'air avec Axel de Tarlé. Pari réussi pour Boris Johnson. Le parti conservateur du Premier ministre a réalisé un raz-de-marée, c'est de jamais vu, depuis 1987 sous Margaret Thatcher. Quant au parti travailliste, il s'est effondré. Alors comment expliquer ce succès? Le feuilleton du Brexit prend-il fin? Et comment l'Europe a-t-elle réagi? C'est dans l'air, c'est dans un instant avec Axel de Tarlé et ses invités. Bonne émission à vous et je vous dis bon week-end.